Bonjour, bienvenue. On va commencer cette séance sur quel avenir pour l'emploi à l'heure des plateformes. Je voudrais commencer par quelques remerciements. D'abord Isabelle Laubier qui a préparé la table ronde avec Olivier Passé de Xerfi. Je voudrais remercier aussi Anastasia Melakrinos de L'économie en schéma qui a préparé un petit film qu'on va voir avant de commencer la table ronde sur notre sujet, sur les plateformes. Donc voilà, on commence par ça et puis ensuite on essaiera de faire un débat interactif avec beaucoup de vos questions. Merci beaucoup. On peut le lancer, c'est bon ? Quel avenir pour l'emploi sur les plateformes numériques ? Philémon vient d'avoir son diplôme flambant neuf et est prêt à rentrer sur le marché du travail. Mais le marché du travail demain sera-t-il le même qu'aujourd'hui ? L'arrivée des plateformes numériques comme Uber, Deliveroo ou Malte va-t-elle créer un monde dans lequel nous serons tous entrepreneurs de nos vies, choisissant nos missions au jour le jour en alternant entre différentes activités ? Regardons cela de plus près. Une plateforme est une entreprise qui organise la rencontre entre une offre et une demande. Prenons Alex, chauffeur Uber. Alex offre ses services de chauffeur sur la plateforme, mais il est mis en relation avec Max qui cherche à rentrer chez lui. À chaque fois qu'une transaction est conclue sur une plateforme, celle-ci se rémunère en prenant une petite commission. Alex est indépendant, comme la plupart des offreurs sur les plateformes. Cela veut dire qu'il n'est pas salarié par la plateforme. Chacun est libre de s'inscrire, souvent comme micro-entrepreneur, et de proposer ses services. Alex est aussi en concurrence avec les autres chauffeurs. S'il fixait un tarif trop élevé, il risquerait de ne pas trouver de clients. Quoi qu'il en soit, sur Uber, c'est la plateforme qui fixe le tarif, qui s'impose donc à Alex. Quels sont ainsi les avantages à offrir ces services sur une plateforme comme Alex ? Cela permet de trouver facilement des clients et de travailler ainsi quand on le souhaite, tout en restant indépendant. De plus, dans certains cas, les plateformes permettent à des personnes avec peu de qualifications d'accéder à une activité rémunérée. Même si, en réalité, 6 indépendants sur 10 travaillant sur une plateforme ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Cependant, les plateformes suscitent aussi des inquiétudes. Premièrement, comme les tarifs changent selon l'offre et la demande, le revenu d'Alex fluctue. Ainsi, une augmentation de la concurrence pourrait faire baisser les tarifs qu'il peut proposer. Ce n'est pas donc un hasard si 80% des personnes associent les plateformes à la précarité. Deuxièmement, comme Alex n'est pas salarié par la plateforme, il doit aussi cotiser de lui-même pour son assurance santé et sa retraite. Les plateformes soulèvent donc d'autres questions. Si Alex et les chauffeurs de taxi sont en concurrence, ils ne payent pas les mêmes impôts et ne sont pas soumis à la même réglementation. Comment protéger le consommateur, éviter la concurrence déloyale et laisser les individus libres d'entreprendre tout en assurant leur couverture santé et sociale ? C'est tout l'enjeu que posent les plateformes. Pour le moment, la plupart des indépendants n'utilisent les plateformes que pour avoir un revenu d'appoint. Mais peut-être que demain, nous serons tous indépendants, flexibles et bien protégés. Rassuré d'en savoir plus sur le sujet, Philémon peut se détendre désormais devant une série Netflix. Bravo Anastasia Melakrinos. Merci beaucoup. Et donc on va pouvoir commencer cette plateforme avec donc à ma droite cette conférence avec à droite de moi Philippe Gattet, directeur des études de Xerfi, du groupe Xerfi. À ma gauche Olivier Guy, associé du cabinet Métamétis. Et à mon extrême gauche mais à votre extrême droite, Olivier Passé, directeur des synthèses du groupe Xerfi. Alors peut-être avant de laisser la parole à Philippe, décidément, pour mieux vous connaître, qui a déjà travaillé pour une plateforme ? Savoir si vous avez vécu ce dont on parle. Est-ce qu'il y en a qui peuvent lever la main ? Bon, déjà, qui a déjà consommé avec une plateforme ? Ouais, là, je pense que c'est plus massif. Bon, vous êtes assez nombreux. Moi aussi, je pourrais lever la main. Bon, l'essentiel du chiffre d'affaires des plateformes, vous l'avez vu hier au Printemps de l'Éco, sont des plateformes de transport. Il y a une très bonne table ronde que j'ai suivie un peu à distance. Donc, c'est les Uber et ça. Donc, qui travaillent pour une plateforme comme Uber, Deliveroo, on en a. Donc, on sera attentif à toutes vos questions tout à l'heure. Il faut que ça soit interactif, madame aussi. Très bien. Et donc, Philippe, je te laisse nous parler de la typologie des plateformes. Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai quelques slides à vous présenter pour illustrer un petit peu mon propos. Mon propos, ça va être essentiellement définir ce que sont les plateformes, leurs caractéristiques. Par rapport à la vidéo, je vais prendre un tout petit peu mes distances, parce que j'ai une approche peut-être un petit peu plus générale de ce que sont les plateformes. Dans la vidéo, l'exemple était extrêmement éclairant, c'est celui d'Uber.
c'est une plateforme donc de transport urbain, de voyageurs, que tout le monde connaît. Néanmoins, on connaît aussi les grandes plateformes de type GAFAM, les Google, les Amazon, les Facebook, avec les Apple Store, etc. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les plateformes s'immiscent dans l'ensemble des secteurs d'activité. C'est ce que j'ai voulu présenter sur cette première slide. Vous en avez dans tous les secteurs, hein, que ce soit dans les secteurs qui rassemblent des métiers intellectuels comme le conseil en management ou dans le financement. Avec le conseil en management, vous avez des plateformes anglo-saxonnes, européennes ou françaises qui se développent à côté des sociétés de conseil traditionnelles. J'en ai cité quelques-unes. Business Talent Group, qui est une plateforme américaine, Colibri, Comatch, qui est une plateforme allemande, si je me souviens bien. Vous avez les fameuses places de marché dans la distribution, les places de marché de type Amazon, qui là aussi sont des plateformes. Je les définirai par la suite. Vous avez donc dans le financement le crowdfunding avec WeSeed, dans l'hébergement avec la fameuse plateforme Airbnb ou son concurrent Abritel. Vous avez les sites de petites annonces qui sont aussi des plateformes type Le Bon Coin, que tout le monde connaît également. Vous avez les plateformes de crowdworking. Alors c'est peut-être sur cette plateforme, sur cette typologie de plateforme que l'on s'attardera lors de cette conférence. C'est Amazon Mechanical Turk qui rassemble des centaines de milliers, voire des millions de petites mains pour réaliser des micro-tâches. Mais vous avez aussi le réseau Upwork ou Malte. Vous avez également des plateformes qui sont françaises, j'en reparlerai, parce qu'il se passe énormément de choses au niveau de cet univers-là. La restauration commerciale avec Deliveroo, la santé avec Doctolib. Il y avait un excellent article ce matin dans les Échos sur une levée de fonds de Doctolib qui est en train de monter en puissance dans la mise en relation entre les patients et les médecins ou spécialistes, médecins généralistes ou spécialistes. Service à la personne avec des plateformes de jobbing, les services juridiques. Il y a énormément de plateformes de services juridiques dans la mise en relation entre clients et avocats d'affaires. Blablacar, Uber, je n'en dis pas plus. Donc, alors, sur une définition, une plateforme, c'est d'abord une infrastructure technique, une infrastructure informatique qui permet une mise en relation. Mais c'est aussi et avant tout un modèle économique. Un modèle économique qui est au minimum à biface, c'est-à-dire qu'il met en relation une offre ou une demande, des clients ou des contributeurs. Et donc derrière, les plateformes, ce sont des entreprises. C'est vrai qu'on a toujours ce petit côté évanescent de se dire la plateforme n'a pas de présence au niveau local, des plateformes qui font souvent aussi de l'optimisation fiscale. C'est aussi souvent ça qu'on a en tête quand on pense notamment aux GAFAM. Les plateformes restent des entreprises et dans les secteurs que je viens de vous citer, ce sont des entreprises, des plateformes qui peuvent être localisées en France et qui payent leurs impôts en France. Il peut y avoir de l'optimisation fiscale, mais d'autres entreprises qui ne sont pas des plateformes font aussi de l'optimisation fiscale. La première fonction d'une plateforme, c'est l'intermédiation. C'est un tiers de confiance, c'est de la mise en relation, si vous voulez. Et cette mise en relation, elle peut porter sur des biens. C'est ce que fait par exemple Airbnb lorsque des propriétaires mettent en location sur la plateforme leur logement. Ça peut porter sur des services, par exemple un artisan du bâtiment qui propose ses services sur une plateforme de travaux, mais ça peut porter aussi sur le travail. Donc c'est toutes les plateformes de crowdworking, de freelancing, de jobbing dont je reparlerai et qui sont présents au niveau international. L'exemple le plus éclairant, c'est le Amazon Mechanical Turk, mais vous avez aussi des plateformes françaises, francophones, présentes sur ce type de créneau. Donc première fonction, mise en relation, intermédiation, tiers de confiance. L'autre fonction qui est en train de se développer et d'émerger, c'est la fonction production. Pourquoi ? Parce que ces plateformes, comme ce sont des entreprises, elles ont des stratégies de croissance. Elles cherchent à développer leur activité et à diversifier leurs activités. Et peu à peu, grâce aux data qu'elles possèdent sur les utilisateurs ou sur des données propres à la plateforme, elles valorisent ces datas et commencent à produire un certain nombre de services. C'est le cas, par exemple, si vous prenez les plateformes juridiques. Sur ces plateformes juridiques, ce qu'on appelle les legal tech, vous pouvez faire
des baux commerciaux, faire rédiger un contrat de travail, déposer une marque, et tout ça se fait par le biais d'une interface en ligne, de manière automatisée ou semi-automatisée. Et il y a bien donc là une plateforme qui fait à la fois qui produit des services et qui par ailleurs aussi met en relation, puisque ces legal tech mettent aussi en relation des clients avec des avocats. Donc mise en relation, il y a une fonction production. Il peut éventuellement y avoir aussi une fonction distribution. Il y a de plus en plus de plateformes qui distribuent des produits d'assurance également, d'assurance dommage, notamment par exemple Airbnb, ou les legal tech également sont sur ce créneau-là. Économie, donc on est un petit peu dans le monde de l'économie collaborative. Attention quand même, c'est de l'économie collaborative à but lucratif. Toutes ces plateformes sont véritablement des entreprises. La vraie économie collaborative à but non lucratif ne concerne qu'un certain nombre de plateformes, extrêmement limité, qui sont présents sur le troc, l'entraide, etc. Mais c'est un nombre limité de plateformes. La plupart des plateformes sont bien des entreprises à but lucratif. Quelques typologies, alors effectivement, tout ça, ce sont des vues de l'esprit, mais on peut essayer de cartographier ces plateformes à l'aide d'un certain nombre de facteurs discriminants. Alors par exemple, la fonction que remplissent ces plateformes, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des marketplaces, il y a des plateformes de crowdsourcing, il y a des plateformes qui transforment des biens en services comme Uber, etc., etc. On peut les classer aussi en fonction du mode d'échange, de la relation, si elles mettent en relation des consommateurs entre eux, si elles mettent en relation des entreprises entre elles, si elles mettent en relation des consommateurs avec des entreprises, etc., etc. On a même des plateformes qui se vendent comme marque blanche à des professionnels. Je pense notamment aux plateformes de Legal Tech qui, d'une certaine manière, concurrencent les cabinets d'avocats, mais qui aussi proposent leurs services aux cabinets d'avocats et proposent leurs services sous marque blanche. C'est la relation B2B2C. On peut également les créer des typologies de plateformes en fonction des ressources, s'ils utilisent plutôt des ressources humaines en interne ou si c'est plutôt axé sur des ressources informatiques. On peut également les classer selon leur positionnement, si ces plateformes s'immiscent sur le marché, si elles sont en concurrence frontale ou si elles sont davantage en partenariat avec des acteurs en place. Et puis on peut également aussi les classer en fonction de la hauteur de gamme des services qu'elles proposent. Les plateformes, on a souvent en tête que les plateformes s'immiscent sur le bas du marché, s'immiscent sur des services à faible valeur ajoutée. On voit bien qu'il y a des plateformes de conseil en management qui essayent de concurrencer les grands noms du conseil en management, les BCG, les McKinsey, et qui essayent donc de se créer une audience auprès de consultants experts indépendants pour essayer de concurrencer ces grands noms du conseil. Donc là, on a bien une offre de services qui se positionne sur des services à très forte valeur ajoutée. Pour terminer, c'est ma dernière slide, je vais aller vite Adrien, je vois que sur les grandes caractéristiques à retenir des plateformes, mais s'il y a des questions, je pourrais davantage développer et y revenir. Ce sont l'utilisation de ressources préexistantes, le travail indépendant, mais ça peut être du logement, ça peut être des voitures, des perceuses ou de l'argent si ce sont des plateformes de crowdfunding. Et la ressource numérique qui est évidemment absolument essentielle puisque c'est un moyen de mettre en relation au moins les deux faces de modèle, il peut y avoir plusieurs faces. Il y a la coproduction du client, ça aussi c'est une caractéristique un petit peu distinctive des plateformes. Souvent les plateformes permettent aux clients de noter, par exemple, la qualité du service. La data est un carburant extrêmement important, déjà par le biais de la technologie de matching entre l'offre et la demande. On a une demande, la plateforme permet de qualifier la demande et l'offre. Et à travers de données, ce matching, à travers de données qualifiées, le matching entre l'offre et la demande se fait. Donc là, la data est absolument essentielle dans les plateformes. Ce sont aussi des modèles, je vais passer plus vite parce que c'est un petit peu plus technique, mais ce sont des modèles à coût fixe, c'est-à-dire que ces plateformes nécessitent un investissement de départ important, de conception informatique, de programmation algorithmique et puis ensuite de maintenance. Ce sont des modèles à coût fixe. C'est un petit peu le même modèle que dans une entreprise industrielle. C'est aussi un modèle multiface qui met en correspondance des clients et des contributeurs, une offre et une demande. On peut avoir des modèles un tout petit peu plus complexes où il y a davantage de faces. Si par exemple vous avez des annonceurs avec de la publicité, ou si par exemple dans le modèle de Deliveroo, de la livraison dans la restauration, vous avez des restaurateurs qui sont mis en relation avec des livreurs
et des clients. Là, vous avez au minimum 3 faces. Et élément important que je n'ai pas dit, c'est que la plateforme, pour se développer, repose sur la mobilisation d'effets de réseau. Les effets de réseau, c'est un peu l'équivalent dans les entreprises industrielles des effets d'échelle, si vous voulez. Les effets de réseau, ce sont des effets d'externalité. Vous allez sur Facebook, ce qui vous incite à aller sur Facebook, c'est l'audience, c'est le nombre d'utilisateurs extrêmement important. Plus il y aura d'utilisateurs, plus le réseau Facebook sera attractif pour des utilisateurs. Ce sont ça, ces effets de réseau. Et c'est un élément distinctif des plateformes. Merci beaucoup Philippe pour ces éléments de compréhension et d'analyse très éclairants. Et je laisse la parole à Olivier Guy. On a un sentiment un petit peu ambivalent vis-à-vis des plateformes. Merci. Un petit additif à ce qui vient d'être dit sur l'importance que prennent les plateformes dans la vie économique et sociale, enfin la vie de tous les jours. C'est sur la partie industrielle. De nombreuses plateformes aujourd'hui existent pour mettre en relation des process, des machines qui permettent à des entreprises de coordonner leur production. Un exemple, c'est la plateforme de GE, ex-General Electric, qui s'appelle Predix, sur lesquelles les sous-traitants peuvent se connecter pour faire parler entre elles leurs machines, échanger leurs données, pouvoir prévoir la maintenance, etc. C'est le même principe que les plateformes grand public, sauf qu'il y a un aspect technologique beaucoup plus affirmé. On peut parler des plateformes Microsoft Azure, par exemple, pour l'intelligence artificielle, ou Amazon Web Services. Ces plateformes permettent, et c'est un des rôles très importants des plateformes aujourd'hui dans l'économie, parce qu'on parle de l'emploi sur les plateformes, mais le fait de rendre les entreprises plus compétitives, plus productives surtout, va permettre probablement de créer des emplois dans l'économie. Donc ces plateformes permettent à des startups, à des petites entreprises d'accéder à des technologies qui auparavant étaient réservées à de très grosses structures, à des coûts très faibles. Donc ça, c'est à mon sens un point important des plateformes. Donc voilà une des phases positives qui pourrait être positive de l'économie de plateforme. On va parler aussi des points plus négatifs peut-être sur la transformation du travail qui sont liés aux plateformes. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que l'idée de plateforme, elle n'est pas née avec l'ère numérique. L'idée de plateforme, elle est inhérente à la pratique du commerce. Elle existe depuis, par exemple, le IIe siècle, quand il y avait des foires de champagne du côté de Troyes ou de Provins, c'était des plateformes. Les comtes de Champagne proposaient un ensemble d'infrastructures, des entrepôts, des logements, etc., pour que les marchands de Flandre et d'Italie viennent rencontrer leurs clients. Il y avait de la technologie, puisqu'il y avait l'échangeur, il y avait des services associés, puisqu'il y avait des coursiers qui faisaient l'aller-retour entre les sièges des marchands et la foire. Et tout ça était au centre d'un réseau de voies de communication, le réseau routier. Je ne sais pas si on pouvait l'appeler routier à l'époque, mais en tout cas le réseau qui irriguait l'Europe. Et c'est exactement le modèle de plateforme. Ce qui a changé aujourd'hui, alors plus récemment, autre plateforme qui a existé avant Internet, c'est sur le Minitel, un service qui s'appelait 3615 Lamy. Il n'y a pas que le Minitel Rose, il y avait aussi ça. 3615 Lamy, c'était une bourse de fret où les chargeurs, les camions à vide venaient demander des chargements pour pouvoir rentabiliser leur déplacement, le retour après une livraison. Donc l'idée de plateforme, elle est vraiment en germe dans l'idée même de commerce qui est de mettre en rapport des offreurs et des demandeurs de la façon la plus efficace possible. Et c'est pour ça que ça va se développer et que ça va continuer. Donc il ne faut pas imaginer qu'on va arrêter les plateformes parce qu'il y a un effet nuisible sur l'économie, etc. C'est une caractéristique, à mon avis, majeure de l'économie de commerce et aussi de l'économie libérale, puisqu'elle permet aux entreprises d'accéder à des ressources, aux facteurs de production, le capital technologique essentiellement, et le travail, de façon, la plupart du temps, plus efficace que ce qu'elle pourrait faire sans les plateformes. Voilà, donc cette ambivalence des plateformes est un aspect très, très important. Je ne sais pas si je peux enchaîner sur l'histoire sur les volumes, enfin ce que ça peut représenter dans l'économie aujourd'hui pour se faire une idée, parce que effectivement, vous avez parlé des grandes plateformes que tout le monde utilise sans savoir vraiment que ce sont des plateformes.
les GAFAM, pour ne pas les nommer, hein, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, plus les grands Chinois qu'on oublie quelquefois, Alibaba, Tencent. Hein. Ces 7 super méga plateformes représentent une capitalisation, une valeur, si vous voulez, pas forcément boursière parce qu'elles ne sont pas toutes cotées, mais une valeur de plus de 7 000 milliards de dollars, donc c'est énorme. Et on peut dire qu'à la base de leur modèle, même si elles ne font pas leur business uniquement sur des revenus qui viendraient d'échanges qui se feraient sur leur plateforme, la base de leur business, c'est la plateforme. C'est le fait de mettre en relation des entités, des personnes, des organisations qui vont nouer des relations sociales ou faire des affaires entre elles. Et avec Apple, c'est caractéristique de voir qu'à partir du moment où Apple a adopté un modèle de plateforme en 2008, elle est passée en quelques années d'une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars, ce qui n'était déjà pas mal, à 1000 milliards. Donc c'est le modèle de plateforme, l'App Store, iTunes, etc., qui a permis ce développement exponentiel de la société. Donc pour les entreprises, on va parler des travailleurs et des salariés, puisque c'est un peu ça plus le sujet, mais pour les entreprises, on peut dire que la plateforme, c'est une évolution inéluctable et probablement bénéfique. Un autre aspect bénéfique qu'il est intéressant de souligner, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'idée de pouvoir trouver des ressources à l'extérieur de son périmètre, donc de passer sur l'aspect international. Et c'est ce qui différencie évidemment les plateformes d'aujourd'hui de celles du XIIe siècle. C'est qu'aujourd'hui, avec le web internationalisé, le traitement des big data, avec un réseau qui irrigue le monde entier, on a évidemment accès à des ressources partout. Donc je peux vous prendre un exemple. Toujours General Electric, il y a quelques années, avait un problème d'ingénierie à résoudre. Il s'agissait d'optimiser le poids d'une attache de moteur sur une aile d'avion. Et pour ce faire, ils ont été sur une plateforme qui s'appelle GrabCAD, qui regroupe des professionnels, des ingénieurs de CAO, la conception assistée par ordinateur, pour leur dire, écoutez, on lance un concours doté de 20 000 $ de prix. Qui d'entre vous a la meilleure idée pour alléger le poids de cette pièce ? Et il y a eu 600 réponses à ce concours du monde entier, et celui qui a gagné n'était pas ingénieur en aéronautique, n'était pas américain, c'était un Indonésien qui a réussi à éliminer 80% du poids de cette attache de moteur. Donc, avec cette internationalisation de la plateforme, on arrive à trouver des ressources un peu partout dans le monde et à devenir beaucoup plus efficace. Alors évidemment, je pense que le service R&D de GE, les ingénieurs qui travaillaient là-bas l'ont peut-être eu un peu mauvaise de voir que finalement on déléguait leurs compétences à des personnes qui n'étaient pas de l'entreprise. Mais c'est l'idée que finalement, dans une entreprise, il n'y a pas forcément les meilleurs profils. Merci beaucoup, Olivier, pour cette analyse qui nous mène vers l'intervention de Philippe. Il y en a 2, Olivier, pardon. Et justement, est-ce qu'on assiste un peu à la fin du salariat, comme c'est parfois prédit par des oiseaux de mauvais augure avec les plateformes ? Bon, les 2 interventions précédentes, celle de Philippe et d'Olivier, montrent 2 choses déjà. C'est le caractère polymorphe de ces plateformes, c'est l'importance du phénomène, c'est-à-dire il y a une part visible, même spectaculaire, c'est celle des GAFAM notamment, mais une prolifération également de projets, de start-up dans tous les secteurs, un mouvement de fond, comme l'a souligné Olivier. Et puis un discours qui s'est bâti, sur lequel je vais partir de là, parce que c'était un petit peu la fin de la vidéo aussi, est-ce que demain nous serons tous finalement contributeurs de plateformes versus le salariat traditionnel ? Je pose cette question sachant que l'ère digitale, elle est généreuse en prophéties un peu totalisantes de ce type, la fin du travail, la fin du salariat, il y a un petit commerce autour de ces idées de fin du monde, et il faut évidemment s'en méfier, en ayant en tête évidemment la profondeur de ce mouvement et de ces modifications de l'organisation. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ? Vous avez des mots un petit peu racoleurs, la société nomade, demain tous entrepreneurs ou entrepreneurs de nos propres vies, etc. Vantant une sorte de société idéale où nous aurions tous gagné en liberté, en autonomie et une évolution qui correspondrait même aux désirs profonds des individus et notamment des plus jeunes. Ce discours est assez bien construit, j'allais dire, mais un peu hors sol, c'est-à-dire c'est une sorte de vision un petit peu généralisante comme ça des choses.
Alors derrière, ça renvoie à ce qu'est... Alors on a dit les plateformes sont des entreprises, mais en même temps, quelque part, c'est la prophétie de la fin de l'entreprise au sens où on l'entendait au sens traditionnel, c'est-à-dire l'entreprise que certains voient comme une entité un peu méchante dans l'économie contemporaine, mais qui en fait, dans sa définition plus académique, nous dit c'est un îlot dans et en dehors du marché où on immobilise du capital, où on fidélise de la main-d'œuvre, où on construit des contrats avec des projets sur la longue durée, avec une certaine sécurité dans les paramètres, c'est-à-dire aussi bien sur le salaire que sur l'emploi, malgré tout, même à notre période aujourd'hui. Évidemment, le modèle plateforme, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il vous dit vous avez des entités très digitalisées qui fonctionnent en cherry picking, c'est-à-dire qui fonctionnent en mode projet et qui picorent les compétences là où elles sont en fonction des projets avec une extrême flexibilité, une capacité d'adaptation. Et ce modèle, parce qu'il est particulièrement flexible, va forcément emporter le vieux modèle. Alors, partons du constat. Qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui ? Pour l'instant, ce que l'on voit, et d'ailleurs, enfin, voilà, en phase avec ce qui a été dit, c'est la variété du travail qui se rattache à ces plateformes aujourd'hui. Il y a toute une part, j'allais dire, qui n'est même pas, qui est à peine visible, qui n'est pas désignée, qui n'est pas mise sous statistique. C'est tout notre travail en tant que citoyen, de coproducteurs, de collaborateurs inconscients de ces plateformes. À chaque fois que nous fournissons des données, que nous remplissons des paramètres d'information, que nous nous transformons nous reprenons une part du métier qui était avant dévolue à certaines entreprises spécialisées. Notamment, nous sommes tous un peu notre propre agence de voyage. Si vous regardez votre emploi du temps personnel, vous verrez que vous exercez toute une série de métiers, et notamment assistant de vous-même. Et ça, on va dire, bon voilà, il y a une part de travail, effectivement, que les plateformes aspirent. Celle-là n'est pas chiffrée. Et puis, il y a cette armée de l'ombre aussi, des travailleurs du clic. On nous promet l'intelligence artificielle qui va tout automatiser, mais autour de ces plateformes, il y a énormément de travail à la tâche. On a parlé du crowdsourcing. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'il y a une armée, alors pas si nombreuse, hein, les chiffres existent, hein, entre 15 000 et 200 000 en France, selon la fréquence, l'intensité de cette collaboration, de travailleurs qui contribuent au coup par coup à ces différentes plateformes. C'est ce qu'on appelle aussi les midnight jobs, de gens qui travaillent le soir, qui vont se faire un surcroît d'activité sur des micro-tâches. Et puis, beaucoup de gens n'ont pas levé la main, mais certains oublient que lorsqu'ils mettent un logement sur Airbnb quelque part, eh bien, ils participent là aussi, ils fournissent une force de travail, ils fournissent du capital et donc collaborent à ces plateformes. Et puis bon, je passe les plateformes de marché, d'intermédiation, là aussi qui emploient, mais on va dire qu'il y a une gamme d'emplois qui va de la petite contribution inconsciente à la contribution invisible, celle des travailleurs du clic, à des collaborations, en tout cas aujourd'hui que la statistique homologue assez mal. C'est-à-dire que si je prends les enquêtes emploi, en gros, il ne se passe pas grand-chose. On va vous dire que partout, l'emploi indépendant augmente. Il augmente, mais il augmente doucement quand même. C'est-à-dire en France, on reste quand même avec une très grande majorité. Hein, le salariat représente encore près de 90%. Le travail indépendant, 10-12%. Il y a des tendances ascendantes. Alors, qui en fait, alors je peux les creuser ces tendances. Je vais vous dire attention, c'est plus important qu'on ne le croit parce qu'il y a des tendances et des contre-tendances. Il y a la baisse de l'emploi agricole qui continue à faire diminuer l'emploi indépendant. Il y a la baisse du petit commerce qui continue à saper le travail indépendant. Et derrière, vous voyez des secteurs où véritablement, quand vous resserrez sur certains secteurs, et notamment tout ce qui est les services aux entreprises, sont les services aux entreprises, là vous voyez des phénomènes dans le transport, dans la restauration, dans la santé, les ambulanciers, etc. Vous voyez effectivement des choses. Ce qui est certain, c'est qu'on ne voit pas tout. On ne voit pas tout et aujourd'hui, le plus parlant, ce sont les enquêtes américaines qui vous disent on a à peu près 6-7% d'indépendants dans l'économie, on a assez peu, peut-être 5% de personnes qui font de la multi-activité, mais les enquêtes freelance vous disent qu'un tiers des Américains aujourd'hui sont des freelancers. Autant dire que beaucoup de gens qui aujourd'hui collaborent à des plateformes ne sont même pas conscients qu'ils exercent un travail.
C'est un petit à côté, c'est un surcroît, c'est un surplus. Alors, est-ce que ça annonce la fin du salariat ? En fait, ce que l'on pourrait dire aujourd'hui, à partir de ce que l'on voit, c'est qu'avant de parler de la fin du salariat, il faut être conscient qu'on a plutôt un phénomène de structuration du travail indépendant. C'est-à-dire que ces plateformes, en fait, prolifèrent là où il y avait déjà du travail indépendant, où il y avait déjà du travail atomisé. Et ces plateformes, en fait, tendent plutôt à structurer ce travail indépendant, à mutualiser des moyens, des ressources, des fonctions support, les regrouper derrière des marques, derrière des réputations, fixant des cahiers des charges et créant finalement une relation de subordination qui n'existait pas, et notamment de subordination technologique. Et j'allais dire, la grande révolution, elle est aujourd'hui non pas du côté du salariat, pour l'instant j'entends, elle est d'abord, c'est une révolution du travail indépendant qui tente à se formaliser. Cela dit, et Olivier Guy l'a très bien dit, ce modèle, il y a la plateforme au sens strict, et puis il y a la plateformisation de nos organisations en interne, plus invisible. Et là, on voit bien que de tous les côtés, on pourra, je n'ai pas le temps d'en parler, mais le contrat salarial aujourd'hui perd de ses qualités, perd de sa singularité, et de toutes parts, on voit une tendance et une demande des organisations à développer ce travail au coup par coup, ce travail à la tâche sous des formes multiples. On peut y revenir. Et donc, il y a quand même cette mise en concurrence de certaines organisations avec d'autres tente à fragiliser. Alors, dernier point, et j'arrête là, par rapport à l'idée que toute l'économie va se transformer, plusieurs tendances déjà qui se dessinent. Du côté des plateformes, on a parfois l'impression qu'on est en train de réinventer le paradigme de la firme causienne, c'est-à-dire que la plateforme elle-même découvre qu'il va falloir mettre du droit du travail, qu'il va falloir mettre du contrat, qu'il y a des phénomènes de fuite d'ailleurs par rapport aux conditions de travail qui sont proposées sur les plateformes. Et de l'autre côté, il faut être conscient justement que imaginer une économie de la plateforme généralisée, c'est imaginer une économie quasi impossible. Parce qu'aujourd'hui, une plateforme, si je résume beaucoup, c'est quelque chose qui picore du capital déjà installé, du capital humain déjà constitué, de l'expérience déjà constituée au sein d'autres entreprises, toute la fonction de l'entreprise qui est de renouveler la main-d'œuvre, qui est d'entretenir sa connaissance, qui est de travailler son expérience. Les plateformes aujourd'hui se développent sur cette captation et parfois en contribuant assez peu aux impôts. Alors on pense notamment aux GAFAM. En tout cas, un modèle de plateforme tel qu'il est aujourd'hui, si on devait le généraliser à l'économie, si ces plateformes n'évoluaient pas, si elles ne devaient pas contractualiser certains de ces éléments, participer davantage à la fiscalité, on voit bien que c'est tout notre système économique qui perdrait qui perdrait en substance, qui serait obligé de se réinventer et finalement de réinventer le salariat. Et notamment un point important, derrière le travail à la tâche, le grand avantage d'un salarié, c'est qu'il n'est pas rémunéré à la tâche. C'est-à-dire que ses temps morts, ses temps de respiration, les temps de renouvellement, les temps d'échange font partie de sa rémunération. Les plateformes, souvent, vous affichent des rémunérations à l'heure ou à la seconde qui peuvent sembler proches ou supérieures au SMIC. Sauf qu'elles ne rémunèrent que la composante totalement utile de la tâche, c'est-à-dire que dans cette conception du travail, vous n'avez aucun souffle, aucune respiration qui permet au capital humain de se renouveler. Donc il faut bien réfléchir que nous avons des choses qui émergent, qui montent, qui sont structurantes, mais qui vont évoluer elles-mêmes, qui vont se modifier, parce qu'en l'état, on va dire, une partie de l'économie de plateforme se développe sous un mode un petit peu, on pourrait dire, parasitaire. Voilà, merci. Merci beaucoup, Olivier. Et donc, du coup, il nous reste comme un tout petit peu de temps pour que vous puissiez réagir, poser des questions aux 3 personnes qui sont autour de moi. Monsieur ? Oui, j'avais une question. On a entendu ce matin Laurent Berger qui mettait en avant le souhait ardent de chacun de pouvoir participer, s'exprimer. Et puis, de l'autre côté, on voit donc l'émergence et la multiplication des plateformes qui développent l'anonymat de l'offre. Comment est-ce que l'on peut concilier ces deux tendances fortes ? Est-ce que c'est par le biais d'une syndicalisation, et quelle syndicalisation, ou par un autre biais ? Merci pour cette question. C'est une question importante. Je ne sais pas si vous voulez y répondre. Merci.
Alors, les syndicats, évidemment, se préoccupent beaucoup de cette question de plateforme, et en particulier les syndicats, de ce que je peux connaître, hein, les syndicats allemands, qui sont beaucoup plus actifs que les syndicats français sur l'idée de vouloir proposer un regroupement de type syndical aux salariés, enfin en tout cas aux employés des plateformes. IG Metall a mis en place, par exemple, un site qui s'appelle Fair Crowdwork, dans lequel les salariés peuvent échanger sur leur expérience des plateformes, peuvent noter les plateformes. C'est un peu l'arroseur arrosé, parce que d'habitude, c'est les plateformes qui notent les salariés. Là, ce sont les salariés qui vont noter les plateformes sur leur respect des réglementations, sur leur participation au risque d'accident du travail, par exemple, etc., etc. Oui, cette idée de vouloir donner une voix collective aux salariés est, à mon avis, primordiale pour l'avenir du travail de plateforme, si tant est qu'on imagine un travail de plateforme qui devienne une source de revenus principale pour les travailleurs. Parce qu'il y a effectivement il y a deux types de travailleurs. Il y a ceux qui travaillent occasionnellement, juste pour arrondir leur fin de mois. Et là, je pense qu'il faut être assez coulant et il faut laisser cette soupape de sécurité. Si je veux... vous avez par exemple une société qui s'appelle Full Factory, hein, qui permet de corriger des adresses sur des formulaires ou de détourer des pots de yaourt sur des photos. Vous pouvez faire ça en rentrant chez vous dans le métro et puis gagner. Alors, c'est vraiment très très peu, c'est quelques centimes d'euros par geste, quelques centièmes de centimes d'euros par geste. Voilà, donc c'est vraiment très très peu. Mais pour ceux qui en font une activité principale, oui, là, il y a un besoin de regroupement et d'action collective qui paraît évident. Juste avant de repasser la parole, je voudrais citer l'exemple de Smart.be. Donc Smart, c'est une société de gestion de droits d'auteur en Belgique qui a fait une expérimentation avec Deliveroo, Take It Easy aussi, mais Take It Easy a déposé le bilan, qui consistait à créer un contrat spécifique pour les coursiers de Deliveroo en Belgique. Donc Smart a créé un contrat par lequel elle embauchait les coursiers et elle ensuite délivrait une prestation de service à Deliveroo avec des caractéristiques qui se rapprochaient plus du salariat. Donc le coursier était protégé, payait les charges sociales régulières naturellement, était protégé par un certain type de règlement. Le coursier avait un engagement, dès l'instant qu'il faisait sa première course, un engagement d'un certain nombre d'heures minimum rémunérées dans la journée, etc., etc. Et malheureusement, cette expérimentation s'est arrêtée. Mais moi, je crois beaucoup à cette constitution de structures intermédiaires entre les indépendants et les plateformes, de telle manière à ce qu'ils puissent avoir une force collective et puis un certain nombre de régulations qui leur permettent d'exercer dans les meilleures conditions, tout en gardant effectivement la souplesse, parce que ce que veulent les plateformes, mais ce que veulent aussi quelquefois les travailleurs des plateformes, c'est de garder cette possibilité de changer d'employeur à tout moment, de ne pas travailler un jour, de travailler la nuit, etc. etc. Voilà. Merci beaucoup. Juste brièvement aussi, dans le prolongement de ce qu'a dit Olivier Guy, en France, il y a des groupes de pression, il y a une coalition de travailleurs indépendants qui sont en train de se constituer. Je pense par exemple à Graines de Sol, qui regroupe des milliers, voire des dizaines de milliers de travailleurs indépendants pour essayer de se coaliser et essayer de faire pression, hein, sur des plateformes, sur les plateformes. Voilà. Merci, on va prendre une autre question. Alors, je crois qu'il faut que vous appuyiez sur le bouton. Vous avez tous un micro, j'ai pas besoin de me déplacer. C'est l'occasion, il nous reste une dizaine de minutes. Oui, monsieur. Oui, j'y vais. La question s'adresse à Olivier Passet. C'est le fait de savoir comment il relie la vision qu'il nous a exposée, c'est-à-dire que la plateformisation de l'économie normale, enfin, on a compris ça, il y a les plateformes qui arrivent, et puis dans la foulée, il y a une sorte de normalisation des plateformes selon les modèles économiques classiques. Mais il n'a pas abordé la question de la financiarisation. Donc on sait par exemple que Uber a l'air d'être déficitaire dans un certain nombre de capitales. On sait que Amazon tire ses profits non pas tant de l'acheminement des objets qu'on achète sur le web, mais du stockage de données.
Et donc, il y a tout de même il y a intérêt à s'interroger sur l'équilibre financier de ce modèle-là. Olivier. En fait, dans le temps imparti, on a envie de lister quand même toute une série de risques sociaux, on en a parlé. Très, très rapidement, je vais faire un tout petit détour pour compléter quand même aussi la réponse qu'on voit à chaque fois hein, par rapport aux questions qu'on se pose. Alors bien sûr, les personnes peuvent s'organiser eux-mêmes à travers des plateformes. La réponse hein, des promoteurs des plateformes ou du modèle général de plateforme, c'est de vous dire que tout est soluble également par des plateformes, y compris le rapport de force syndical, y compris la formation à travers des MOOC, c'est-à-dire vous adoptez des droits de formation à la personne, etc. Et vous avez une société qui se développe sur ce mode. Bon, ça c'est une première chose, mais ce qu'a dit également Olivier Guy, est à double tranchant, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, se développe dans beaucoup de domaines l'idée d'une possibilité de revenus complémentaires. Ce n'est pas inintéressant pour les entreprises en place parce que par rapport à la revendication salariale traditionnelle qui devait passer par le salaire, aujourd'hui, il existe des possibilités multiples et variées d'augmenter votre rémunération sans passer par un rapport de force au sein de l'entreprise. Et alors, on va dire, là, on est dans une cohabitation douce. Aujourd'hui, il n'y a rien de dramatique, effectivement. Il y a d'abord et majoritairement des gens qui sont plutôt dans des activités complémentaires, mais qui, quelque part, complètent un revenu contraint ou forcé. On ne sait pas très bien quel est le degré d'adhésion, d'ailleurs, à ces choses-là, parce qu'il y a cette question aussi des fins de mois. C'est-à-dire il y a véritablement un rapport de force qui peut être affaibli. Enfin, la plateforme peut déséquilibrer le rapport de force. Alors là, après, c'est évidemment la deuxième question qui est... alors, si j'ai bien compris, parce que pour moi, je l'ai entendu de deux manières. Il y a la viabilité financière même de ces plateformes. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est que... alors, on a parlé de diverses plateformes, mais on a quand même en tête les GAFAM aujourd'hui qui créent un nouveau risque sur le travail, qui est que leur ultra-valorisation aujourd'hui est basée et construite non pas sur des profits constatés, alors maintenant pour les GAFAM, si quand même, hein, très très largement, mais les 7 000 milliards évoqués tout à l'heure sont aussi une sorte de prime à la position de monopole, c'est-à-dire la capacité de ces entreprises aujourd'hui et une sorte, alors je dirais pas, enfin excusez-moi cette formule un peu trop facile, les marchés délivrent une sorte de chèque en blanc à ces entreprises pour pouvoir acquérir tout ce qui est aujourd'hui prometteur en termes d'intelligence artificielle. En tout cas, cette survalorisation leur donne une position très dominante aujourd'hui en termes d'emprise sur les autres secteurs. Et c'est un risque qui est très bien perçu aujourd'hui du côté allemand. C'est-à-dire que par rapport à des modèles d'affaires qui ne sont peut-être pas aujourd'hui totalement viables, en tous les cas, leur valorisation fait qu'elles ont un pouvoir d'acquisition aujourd'hui et de recomposition de leur portefeuille qui probablement les amènera à une très forte rentabilité, à des positions dominantes aussi bien de marché que de réseau. Et je prenais le cas allemand le plus simple, mais parce qu'il est devenu un enjeu politique en Allemagne qui est dans la bouche de tous les politiques, c'est la crainte de voir demain l'industrie traditionnelle, l'industrie automobile, se retrouver vassalisée par un Google ou de se retrouver en sous-traitance de ces méga plateformes. Et là, on voit que ça crée un deuxième risque. Alors, on parle du salariat versus le travail indépendant, mais il y a à l'intérieur du salariat cette cascade de statuts entre le fait de travailler dans une entité sous-traitante ou d'être au contraire sur une entreprise qui est plutôt pivot ou en tête de sa filière. Et là, on voit évidemment le fait d'être aujourd'hui annexé à des très grandes plateformes, c'est un autre risque qui pèse dans le rapport de force entre le salaire et le capital. Oui. Allez-y. Alors, est-ce que vous pensez que les géants comme le groupe Alibaba, enfin les géants asiatiques, donc le groupe Alibaba et Tencent, vont outrepasser les GAFAM dans un futur proche? C'est une très bonne question. Qui veut y répondre? Je vais faire une réponse peut-être un petit peu détournée de ce que
qu'est-ce que l'on constate au niveau de la structure des marchés où s'immiscent les plateformes. Même si les effets de réseau provoquent un phénomène de concentration capitalistique, hein, parce que plus vous avez d'audience, plus la plateforme aura de la valeur et plus l'investisseur d'ailleurs va suivre et faire un chèque en blanc, comme le disait Olivier, pour financer l'exploitation de l'entreprise, plus il y aura ce phénomène de concentration qui va se produire. Donc, donc les effets de réseau créeraient une prime à la taille. Une prime à la taille, une prime au premier entrant, etc. Sauf que ce que l'on observe dans un certain nombre de secteurs, c'est que les plateformes déjà installées, les plus importantes, peuvent être concurrencées par de nouveaux entrants qui auront adopté un positionnement différencié, qui auront un modèle d'affaires un petit peu plus singulier. Et on l'a vu par exemple dans la livraison de repas à domicile, où un certain nombre d'acteurs historiques ont été balayés. C'était le cas de Take It Easy, de Foodora, qui s'est retiré d'un certain nombre de pays européens. Uber Eats, qui est un nouvel entrant, est arrivé un peu plus tard sur le marché. On voit bien qu'il y avait déjà des acteurs qui étaient installés, et Uber Eats, qui avait un certain nombre d'atouts, a développé un certain nombre de compétences et de savoir-faire dans le domaine du transport, de la logistique, a pu s'immiscer sur ce segment de la livraison de repas à domicile et venir concurrencer des leaders en place. Donc oui, il est possible que des plateformes chinoises de type Alibaba, Baidu, Tencent viennent concurrencer, et c'est ce qui se passe, hein, c'est bien ce qui se passe sur un certain nombre de créneaux, viennent concurrencer les GAFAM. C'est le cas par exemple pour les plateformes, c'est le cas pour les places de marché, où la place de marché d'Alibaba commence à faire son trou en France et commence à venir grappiller des parts de marché aux plateformes de marché de type Cdiscount, Fnac et Amazon, même si Amazon a aussi les reins solides pour résister et mener la contre-attaque. Mais c'est tout à fait possible de venir concurrencer une plateforme déjà très bien installée, oui. Je veux juste ajouter un mot sur Alibaba, parce que évidemment, on n'est pas dans la même échelle que Take It Easy, évidemment, ou Foodora. Donc, Alibaba, c'est gigantesque. Et surtout, ils ont une stratégie qui est très intelligente, qui consiste à s'appuyer sur leur identité chinoise, c'est-à-dire que Alibaba possède une filiale qui s'appelle Alipay, ou ça a changé de nom récemment, mais qui permet de gérer des paiements. Et si en Europe ou aux États-Unis, vous voulez que des touristes chinois achètent facilement sans payer en liquide, vous êtes obligé de passer par Alipay, donc de créer une application sur la plateforme financière, pour le coup, d'Alibaba. Et ce qui fait qu'ils ont cette puissance de feu qui maille le système, à savoir à la fois le e-commerce, mais aussi les instruments de paiement qui leur permettent de récupérer, et là c'est vraiment l'effet de plateforme, les commerçants de tous les autres pays, parce que ces commerçants veulent avoir la clientèle chinoise et sont obligés de passer par un système qu'utilisent les Chinois pour pouvoir leur vendre facilement. Voilà, donc Alibaba, oui, c'est probablement un leader de demain. Enfin, c'est déjà un leader, mais ça va grossir. Oui. Merci beaucoup. Oui, madame. Oui, bonjour. Ça marche ? Moi, je voulais avoir votre vision sur le fait que vous avez bien dit que les plateformes mettaient en relation donc là, on parle beaucoup de commerce, mais du coup, le développement de plateformes sur la mise en relation du travailleur et de la personne qui cherche un salarié, par exemple. Notamment, est-ce que ça se développe à la place d'agences d'intérim ou est-ce que ça se développe à la place de cabinets de recrutement ? Voilà, est-ce que c'est un nouveau outil important ? Merci. Oui, alors, c'est une excellente question, parce qu'effectivement, il y a une convergence qui est en train de se faire. C'est aussi ça, la plateformisation de l'économie. C'est qu'il y a une convergence qui est en train de se faire entre ces modèles de plateforme et des modèles d'organisation plus traditionnels. Dans le domaine des plateformes de freelancing, de jobbing et de crowdworking, ce que l'on observe, c'est qu'effectivement, des sociétés de portage salarial, des sociétés d'intérim, des distributeurs
des sites d'annonces sont en train de se positionner, de se positionner sur le créneau des plateformes de freelancing ou de jobbing, soit par rachat de plateformes en place, soit en créant leurs propres plateformes. Donc il y a et en particulier les sociétés de portage et les sociétés d'intérim risquent fort d'être les grands consolidateurs de cet univers des plateformes de freelancing et de jobbing. Consolidateur, c'est-à-dire ? Ils sont en train de racheter, de structurer une offre, et les plateformes qui finalement seules ne faisaient que de la mise en relation entre l'offreur et le demandeur de travail, et bien là ces plateformes sont en train de rentrer dans les modèles d'affaires des agences d'intérim et viennent ainsi compléter leur propre modèle d'affaires et l'enrichir. C'est en cela que ces acteurs externes viennent structurer, viennent façonner cet univers-là, les plateformes. Un ajout par rapport aux parts de marché quand même de ces types de travail. Moi, je dirais que la part de marché de l'intérim décroît relativement, puisque aujourd'hui, on va dire, on plafonne un petit peu. Enfin, on a des gros cycles sur l'intérim, mais on va dire que, en gros, on n'a plus de tendance haussière de l'intérim. Alors que si je prends un indicateur indirect, puisque je vous l'ai dit, mesurer le halo de l'emploi qui collabore aux plateformes, c'est très compliqué, n'est même pas auto-déclaré par les personnes lors des enquêtes emploi, mais on va dire l'auto-entrepreneuriat. Voilà, je regarde la courbe de l'auto-entrepreneuriat aujourd'hui et je la compare à celle de l'intérim, et je vois très bien, et apparaît tout de suite que par rapport à ce travail sur mission qui est l'intérim et l'auto-entrepreneuriat, la part de l'auto-entrepreneuriat tend à augmenter quand même. Oui, je vous en prie. Dernier mot sur la mise en relation entre les offres d'emploi et les demandeurs. Les plateformes apportent aussi de la nouveauté, c'est-à-dire, si vous prenez par exemple un site comme Glassdoor, c'est un site sur lequel les demandeurs d'emploi peuvent avoir des informations de l'intérieur des entreprises pour lesquelles ils peuvent postuler. Donc vous avez les avis des gens qui travaillent dedans, qui disent ben oui, l'ambiance est mauvaise, est bonne, etc. Ils peuvent avoir des photos des bureaux, ils peuvent avoir un tas d'informations qui sont... Donc là, on est vraiment dans le partage de... Alors à la fois dans la contribution volontaire des membres, mais dans le partage d'informations. Et un certain nombre d'employeurs viennent sur ces plateformes parce que pour eux, c'est un certificat en quelque sorte de transparence et d'honnêteté vis-à-vis des gens qu'elles vont recruter. Merci beaucoup. Oui, alors il y a deux questions. Allez-y, mais posez-les chacun à la suite de l'autre et on répondra aux deux en même temps. Dans la continuité, je voulais savoir si ces plateformes vont balayer Pôle emploi, ces mises en relation salarié-employeur. Et finalement, voilà. Et d'autre part, je voulais savoir quel acte on pouvait avoir, nous, ici. Est-ce qu'il fallait subir cette déferlante des gros acteurs des plateformes, ou est-ce que résister en choisissant des plateformes françaises qui sont peut-être techniquement moins performantes, mais visiblement, j'ai compris qu'en les choisissant, finalement, on leur amène plus de matière et donc ils peuvent être plus performants. Donc, est-ce qu'il faut être proactif là-dedans et pas simplement subir? Enfin bon, il y a un peu de réponse dans ma question, mais voilà. D'accord. Genre Quant ou WSite ou tout ça. D'accord. Vos questions, peut-être aussi? Comment Uber participe à l'économie française? Merci. Vous avez une question aussi? Allez-y. Non? J'ai vu une main se lever. D'accord. Bon, tout à l'heure, sinon. Qui veut répondre à cette première série là de questions, à la fois sur Pôle emploi? Faut-il utiliser des plateformes françaises? Vous n'avez pas dit européenne ou européenne? Et la contribution d'Uber, justement. Non, juste sur Pôle emploi, Pôle emploi a un certain nombre de savoir-faire et de compétences qui permettent de maintenir cette organisation, en place. Néanmoins, vous avez raison, Pôle emploi est concurrencé effectivement par les plateformes, dans la mesure où les plateformes de freelancing et de jobbing font du sourcing de compétences et de CV. Et effectivement, ça vient interroger le modèle de Pôle emploi. Et Pôle emploi a un certain nombre d'atouts pour résister aussi.
Mais il y a effectivement une concurrence entre ces deux modèles. Alors, est-ce qu'il faut mieux utiliser des plateformes françaises ou européennes qui seraient technologiquement, et le sont-elles d'ailleurs, moins bien armées? Utiliser les plateformes françaises, c'est vrai que c'est un petit côté énervant quand si vous achetez une perceuse d'occasion à votre voisin, vous enrichissez sur le Bon Coin Schibsted, qui est un industriel norvégien, donc ça paraît un peu ridicule. Utiliser les plateformes françaises, pourquoi pas, mais on revient à l'effet réseau, c'est-à-dire que malgré tout, les utilisateurs ont tendance à aller là où il y a déjà du monde. Et ce qui fait on peut être militant et ne pas vouloir utiliser ni Facebook parce qu'il y a eu Cambridge Analytica, ni Airbnb parce qu'on trouve qu'ils sont hégémoniques. 500 000 logements en France, quand même, c'est plus que toutes les chambres d'hôtel. Donc c'est une vraie question, mais je pense que c'est très difficile d'éviter de recourir aux plateformes internationales parce qu'elles sont performantes et c'est là où il y a le plus de monde. Sur l'impact d'Uber... Finalement, c'est plutôt non, la réponse à votre... c'est plutôt non. C'est pas réaliste, selon vous. Ouais. Faites-le, mais... Il faut être proactif, justement, il faut qu'on s'y mette et qu'il y ait une communication là-dessus. C'est-à-dire qu'en effet, en les choisissant, on va les renforcer et leur donner davantage on va leur donner davantage de poids. Moi, j'ai été confronté à ça par rapport à un choix de plateforme pour créer un site. Je ne l'ai pas fait. Il y a une plateforme israélienne très performante, Website, je crois, ou je ne sais plus. Et il y en a une française dans le Cantal, mais qui est moins performante. Et à un moment donné, il y a peut-être un choix citoyen à faire. Et donc, il y a une communication là-dessus à faire, parce qu'on les dénonce, les GAFA, mais en même temps, toutes les grosses institutions utilisent par exemple Facebook ou tout ça. Donc, il y a un travail de pédagogie, d'information, de promotion à faire tous ensemble. Je pense. Mais un travail colossal, parce que leur capacité, leur attrait est vraiment magnétique, notamment avec tous les produits gratuits, et effectivement le monde, encore une fois l'effet réseau, fait qu'il faut vraiment être militant pour utiliser des plateformes plus petites. Mais oui, c'est une bonne initiative. Il faut plus que de la militance, quoi. Il faut qu'il y ait une stratégie européenne de mise en place de plateformes aussi compétitives. Oui, ce qui voudrait dire qu'on a aussi les capitaux pour développer, parce que dans les plateformes, c'est pas la technologie qui coûte cher, c'est la constitution du réseau. Pour faire un réseau comme Facebook, il faut des années et des années, et là, il faut mobiliser les capitaux faut pas le faire en comptant uniquement sur la bonne volonté des utilisateurs. Il faut aussi mettre derrière les moyens qu'il faut. Alors, sur la contribution d'Uber, je ne sais pas si... Moi, j'ai juste le chiffre de 30 000 chauffeurs Uber en France, donc moitié moins que le nombre de chauffeurs de taxi, a priori. Et le fait que... Donc, je ne sais pas ce que ça représente comme contribution à l'économie, c'est assez considérable, même si ça reste petit en chiffre absolu. Un chauffeur Uber gagne, s'il travaille 45 heures par semaine, à peu près 1 600 € net. Voilà ce que ça représente. L'économie collaborative, tous les chiffres qu'on entend sur l'économie collaborative sont très vagues parce que les périmètres sont difficiles à définir, les études sont très compliquées à mettre en œuvre. En France, moi j'ai lu un chiffre de 6,5 milliards d'euros de poids de l'économie collaborative. Donc le transport pour particuliers, la location saisonnière, les services aux particuliers, les services aux entreprises et le crowdfunding. Tout ça, ça représentait en 2016, selon une étude faite pour la communauté européenne, 6,5 milliards d'euros. Donc c'est une toute petite partie du PIB, mais enfin ça commence à représenter des sommes. Alors, je donne ma part de réponse. Sur la dernière, on a de vrais problèmes de convention comptable, de comptanat aujourd'hui pour peser ces secteurs. Je donne juste un exemple, c'est-à-dire que soit Uber, vous considérez que c'est un service de transport, donc on crée une valeur ajoutée de transport et qui est consommée,
soit vous comptabilisez Uber à travers la commission. Et vous oubliez du circuit économique la production de services de transport. Et ça, il y a un énorme problème autour de ça, c'est-à-dire quel est l'objet, comment vous le saisissez. Donc effectivement, l'approche à travers combien gagne un chauffeur Uber multiplié par le nombre va donner le poids économique véritable. Bon, il va certainement manquer la commission, enfin, ou des éléments, mais c'est pas ce que la Contanat va comptabiliser, malheureusement. Hein. Donc on en est à l'ébauche encore des choses. Sur Pôle emploi, moi je dirais pas que c'est plus performant dans certains secteurs, je sais pas. C'est juste qu'il y a un métier qui est un peu spécifique, qui est l'interface avec l'État et avec l'identification des droits, avec toute une série. Donc il y a un métier spécifique sur lequel les plateformes de job ne peuvent pas. En revanche, le destin de Pôle emploi, c'est quand même de devenir la méta-plateforme de tout ça. Enfin, si ça évoluait bien, c'est-à-dire d'intégrer, c'est déjà un peu le cas. Hein, c'est-à-dire que lorsque vous êtes avec un conseiller, il va quand même vous guider sur l'ensemble des outils qui sont là. Je ne dirais pas que c'est bien fait, parce que tout ça, il faut beaucoup d'apprentissage et c'est très lent. Et puis la question intermédiaire, je ne sais plus ce que c'était sur... pardon ? Faut-il Ah oui, sur la consommation responsable, c'est un nom. Alors, modifier la société à travers son comportement de consommation, on va dire oui, on va être assez pessimiste parce que historiquement, ça n'a jamais très bien fonctionné. Je vais prendre la première chose qu'on a tous eu à un moment donné, se dire mais quand on voit nos déséquilibres extérieurs, on se dit il faudrait acheter français, par exemple, ça serait mieux. Pourquoi acheter de la bagnole allemande? Pourquoi, etc. Et on voit bien qu'entre le désir, la rébellion qu'on peut avoir par rapport à un certain nombre de choses et l'acte, effectivement, il y a un énorme décalage parce qu'il y a un effet très fort. Et cette chose-là serait efficace justement si on ne laissait pas ces choses-là uniquement entre les mains du consommateur et du citoyen. C'est-à-dire que ces choses-là deviennent efficaces quand vous avez une politique de l'offre aussi en face. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement aller vers la petite plateforme locale, ou c'est est-ce qu'aujourd'hui l'Europe met en place par rapport au BATX, par rapport au GAFAM, est-ce qu'il y a une stratégie de rattrapage, c'est-à-dire qui implique l'État, qui implique des investissements lourds, qui implique des réglementations, qui implique l'obligation des usagers du public ou des salariés du public à aller sur certaines plateformes pour développer artificiellement les effets de réseau. Il faudrait énormément de choses qui impliquent bien plus que le comportement de consommation. Et alors, pour être encore plus pessimiste, je veux dire à échelle européenne. Donc on se dit, là, c'est cuit, quoi. Mais voilà, en gros, si on ne double pas ça d'une stratégie extrêmement volontariste, en ayant conscience qu'il y a une grande guerre à échelle planétaire, BATX, GAFAM, que cette guerre, effectivement, normalement, elle devrait être remportée par les BATX. Elle devrait, puisqu'ils ont un marché... un marché local qui est bien supérieur et qui normalement... Et demain peut-être par des plateformes indiennes Voilà, oui, donc normalement, voilà, la logique voudrait que dans cette guerre planétaire, finalement, les BATX prennent à un moment donné l'avantage. Et en face, évidemment, l'Europe est un petit peu un pas vide et on se demande comment rééquilibrer les choses.